de l'inséparable, Station de peinture plus cher. Une opposition, bien qu'il n'y ait pas de polémique dans ce livre, avec le concept de Agamben, la vie nue, mais c'est un petit peu, je pense, une différenciation par rapport à la vie nue. Bien que la vie, et là c'est la vie, je pense, inséparée, elle n'est pas séparée d'un certain nombre de déterminations à l'intérieur desquelles elle s'engage et à l'intérieur desquelles on peut étudier, y compris par opposition, et précisément d'ailleurs ce que aujourd'hui j'avais choisi comme orientation, c'est-à-dire l'histoire, c'est la vie inséparée, confrontée à l'histoire et opposée à l'histoire dans en particulier cette seconde considération inactuelle où, comme on l'a traduit également, c'est dans la traduction de Geneviève Bianchis, intempestive, qui est le terme allemand, de deux, où, je l'écris, c'est-à-dire conforme. Je n'ai pas tout à fait d'ailleurs. Je ne sais pas si dans l'orthographe ça s'écrit avec deux S ou avec un S. Parce que vous savez bien que dans les S allemand se sont transformés en deux S. Est-ce que quelqu'un peut m'enseigner? Vous savez des messes parce que on peut écrire ou alors SZ. Alors pour ça c'est le SZ, c'est comme ça. Mais non, c'est fini. Donc ça veut dire, on le traduit par Unzeitgemäß, Unzeitgemäß qui signifie considération. Ce sont des considérations intempestives ou inactuelles, qui serait une traduction possible, et également de Gemes, Zeitgemäß. C'est-à-dire beaucoup, ça veut dire c'est le négatif, Zeitgemäß. Donc, c'est en considération à cela, où le titre de cette considération intempestive est un titre qui a été un des premiers écrits de Nietzsche après la naissance, l'étude sur la naissance de la tragédie, qui était à la fois une œuvre de philosophie et une œuvre de philologie, puisqu'il enseignait la philologie là-bas, s'appelle De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie. De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie, dans laquelle il s'oppose, c'est au milieu du siècle 19e, vers les années, je ne sais pas en quelle année c'était, 1875, au moment où l'histoire, à la fois, on pourrait dire l'histoire réelle, puisque c'était le moment où l'Allemagne, après sa victoire sur l'Autriche et sur la France, venait de faire son unité, de s'affirmer avec beaucoup d'orgueil, d'ailleurs l'orgueil que critiquera Nietzsche comme étant une puissance dominante en Europe.
de s'affirmer comme étant, je ne sais pas si l'hymne date de maintenant, comme étant au-dessus de tout, Deutschland über alles. Je ne sais pas de quand cet hymne célèbre qui a constitué le nationalisme allemand, de l'Empire allemand, à la fois contre l'ancien empire austro-hongrois, autrichien, qui était succession de l'Empire romain germanique, et également contre les autres nations. Alors, Nietzsche écrit un texte qui est à la fois dirigé contre cette, comment m'exprimer, cette sorte d'orgueil nationaliste et patriotique de l'Allemagne, qui est très différent de celui qui avait été à l'époque romantique, au moment des guerres napoléoniennes, ce qui avait le sentiment qui avait animé le soulèvement des Allemands contre l'Empire napoléonien et qui avait été célébré en particulier par Fichte dans ses discours à la nation allemande. Là, c'était beaucoup plus impérialiste, l'orientation de l'Allemagne, sous la tutelle de Guillaume Ier, de Bismarck. Il y avait effectivement une orientation très impérialiste, possessive et conquérante de cet empire allemand qui et Nietzsche en a profité à plusieurs reprises, non seulement là, mais également dans beaucoup de textes, en particulier de la période un petit peu ultérieure. Il a beaucoup il a consacré beaucoup de textes à cette critique du nationalisme allemand. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse à l'instant même, c'était de donner le thème qui va animer cette considération intempestive contre l'histoire qui en Allemagne et en France aussi, parce qu'en France ça se constitue aussi simultanément, mais avec une idée qu'en France le nationalisme a appelé celle de la revanche contre la défaite de 70 et qui prendra son expression la plus intense au moment de la déclaration de la guerre de 1914. Donc, simultanément, les deux nations vont faire preuve d'un nationalisme exacerbé et donner lieu soit dans le domaine de la pensée des intellectuels, soit à l'approbation de ce nationalisme, soit à son rejet, et également, en particulier, les historiens vont prendre une place de choix, puisque le nationalisme, que ce soit impérialiste ou le nationalisme français, va s'appuyer sur une histoire, sur la reconstitution d'une histoire, sous la recherche historique qui avait commencé déjà, elle aussi, à l'époque romantique, mais qui là va prendre un tour très particulier, qui est à la fois un tour nationaliste et à la fois un tour qui est inspiré par les sciences positives qui avaient été mises en avant par, en particulier, c'est-à-dire, ce n'est pas le seul qui ait développé cette idée de la science, mais lui qui lui a donné son idée la plus achevée, Auguste Comte, avec l'idée du positivisme. Il y a le positivisme de la science, il y a une vérité incontestable, il y a une scientificité de l'histoire, elle est fondée sur les faits, sur la recherche documentale, sur les archives, etc. On pourra discuter d'ailleurs de ce point, parce que ce n'est pas uniquement à cette époque-là
que c'est développer, d'achever cette théorisation et cette domination de l'histoire, mais on la verra on la verra se former, se développer dans différents sens, et en particulier à partir et à travers Nietzsche, non seulement dans une critique de l'histoire qui apparemment dans la nouvelle, dans la seconde inactuelle, peut apparaître comme un rejet de l'histoire au nom de la vie, mais en même temps dans une conception nouvelle de l'histoire, dans le terme de généalogie qui a été introduit et inventé par Nietzsche dans la généalogie de la morale, ou alors dans l'idée qui sera bien après repensée, reprise par Michel Foucault dans sa conception de l'archéologie, archéologie du savoir, ou dans l'idée de l'herméneutique qui, elle, était également dans cette lancée développée dans la tradition philosophique, en particulier par Heidegger, par Gadamer, qui a vécu jusqu'à ces dernières années et a développé dans différents sens, donc une conception nouvelle de l'histoire, une temporalité de la vie, si on peut dire, qui ne laisse pas sans modulation cette opposition entre la vie et l'histoire que présente Nietzsche dans la seconde inactuelle. Mais c'est malgré tout une remise en question de certaines formes de présentation, de certaines certitudes qui étaient celles de la science et en particulier de l'histoire se présentant comme science à travers la constitution d'une histoire dite positiviste qui a frappé en Allemagne quand les historiens en Allemagne étaient commandés par cette vision historique positiviste, en particulier avec Wilamowitz. En France, c'est Sénobos qui représente en histoire cette conception positiviste d'une histoire s'orientant vers sa constitution en tant que science et pouvant être comparée à une véritable science qui expliquerait et recouvrirait l'ensemble des domaines de la vie. Et ce que montre Nietzsche, c'est le contraire. Ce à quoi il oppose d'ailleurs sa démonstration, qui est plutôt une sorte de diatribe, qui est plutôt appuyée sur une conviction, sur une vision de l'ensemble de la temporalité de la vie, c'est que l'histoire, ou tout au moins telle qu'on l'entend, loin d'expliquer la vie, loin de l'éclairer, et ce qui la fixe, la fige, la momifie, dit-il, et en l'objectivant, fait qu'elle échappe même à ceux qui la pénètrent profondément, qui est cette temporalité profonde qu'il expliquera, dont il expliquera la Genèse, qui ne sera plus cette fois historique, mais qui empruntera d'autres voies, beaucoup plus subjective, beaucoup plus intime, beaucoup plus proche d'adhésion du rejet de certaines valeurs dans la généalogie de la morale. Du point de vue épistémologique, il y a quelque chose qui est une critique d'une certaine forme de scientificité ou du positivisme de cette scientificité
l'histoire des faits, le recueil simple des documents, au nom d'une compréhension en profondeur, d'une genèse profonde que l'allemand exprime sous la forme d'un devenir et qui sera repris d'ailleurs, je vais y revenir à l'instant même, par Deleuze dans sa notion de devenir, dont il fera l'objet de la philosophie, qui n'est pas un commentaire, dit-il, ou une explication de l'histoire, une réflexion sur elle, comme on avait pu le penser dans une vision assez rapide